Chouette, chapitre 9. Pour Roy, le bahut était devenu une véritable épreuve pour les nerfs. Chaque fois qu'il entrait en classe, les autres élèves cessaient leurs activités pour le dévisager, comme s'ils étaient surpris de le voir encore en vie, muni de tous ses membres. En quittant le cours d'algèbre, Roy entendit un bruit de paix prodigieusement bidon derrière lui dans le couloir. Garrett. Il attrapa Roy par la manche et l'entraîna dans les toilettes. T'as l'air mal. Tu devrais rentrer de bonne heure, lui conseilla Garrett. Je me sens bien, répondit Roy, ce qui n'était pas vrai. Il avait toujours la migraine due à la castagne que Dana lui avait filée pendant le trajet en bus. Écoute-moi, mec, fit Garrett. J'en ai rien à battre de comment tu te sens. T'es mal, vraiment mal, ok? Faut que t'appelles ta mère et que tu rentres. Tu as entendu dire quoi? Qu'il t'attendra à la fin des cours. Bah, faut qu'il attende, fit Roy. Garrett tira Roy dans l'un des WC, dont il ferma la porte de l'intérieur. C'est trop nul, fit Roy. Garrett lui posa un doigt sur les lèvres. Je connais un mec qui est en gym avec Dana, lui chuchota-t-il tout excité. Il m'a dit que Dana va te choper avant que tu montes dans le bus de retour. Et me faire quoi? Bof. Ici, au collège? Comment? Demanda Roy. À ta place, mon pote. Je traînerai pas pour le savoir. Tu m'avais pas dit que tu lui avais aussi allumé la gueule? Ça, c'est pas moi. Désolé. Roy rouvrit la porte des WC et poussa gentiment son ami dehors. Alors, qu'est-ce que tu vas faire? Cria Garrett, de l'autre côté du battant. Pisser un coup. Non, je te parle de qui tu sais. Je trouverai un truc. Oui, mais quoi? Même si Roy s'arrangeait pour éviter Dana Matterson cet après-midi, cette comédie recommencerait dès le lundi. Dana repartirait sur le sentier de la guerre et Roy devrait échafauder un nouveau plan pour lui échapper. Et comme ça, indéfiniment, chaque jour, jusqu'à la fin de l'année scolaire en juin. Roy avait d'autres possibilités, mais aucune ne lui souriait en particulier. S'il dénonçait Dana à Miss Henpin, elle se bornerait à le convoquer dans son bureau pour le réprimander, ce qui ferait bien rigoler Dana. Qui pouvait prendre au sérieux une sous-directrice au poil follet lui jaillissant de la lèvre? Si Roy parlait à ses parents du problème d'Anna, il pourrait s'inquiéter suffisamment pour le retirer de Trace Middle. Alors il finirait dans une école privée quelconque où on le forcerait à porter le même uniforme ringard tous les jours et, selon Garrett, à apprendre le latin. Une troisième solution s'offrait à Roy. Tenter à nouveau de s'excuser auprès de Dana, tout dégoulinant de remords et de sincérité cette fois. Non seulement ça serait se montrer servile, mais ça n'aurait sans doute pas l'effet escompté. Et Dana continuerait à le harceler sans pitié. Sa dernière possibilité était de faire front et de se battre. Roy était un garçon pragmatique. Il savait que toutes les chances étaient contre lui. Il avait la rapidité et l'intelligence de son côté, mais Dana était assez grand et gros pour le fouler aux pieds comme du raisin. Roy se rappela le jour où son père et lui avaient discuté du bien fondé de se battre. C'est important de le faire pour une juste cause, avait dit Mr. Eberhardt, mais la frontière est parfois mince entre le courage et la bêtise. Roy soupçonnait que se battre avec Dana Matterson entrait dans la seconde catégorie. Tout en jugeant déplaisante la perspective de se faire réduire en chair à pâté, ce qui l'inquiétait encore plus, c'était l'effet que ça aurait sur sa mère. Il était très conscient du fait qu'il était fils unique, et il savait que sa maman serait anéantie s'il lui arrivait quelque chose de grave. Roy avait failli avoir une petite sœur, même s'il n'était pas censé être au courant. Sa mère avait porté le bébé 5 mois, puis une nuit. Elle avait été affreusement malade et une ambulance l'avait emmenée à toute vitesse à l'hôpital. Quand elle était rentrée à la maison, quelques jours plus tard, le bébé n'était plus là et personne ne lui avait vraiment expliqué pourquoi. Roy n'avait que 4 ans à l'époque et ses parents étaient si bouleversés qu'il avait eu peur de leur poser des questions. Quelques années plus tard, une cousine plus âgée lui avait expliqué ce qu'était une fausse couche en lui révélant que sa mère avait perdu une petite fille. Depuis lors, il avait essayé de ménager ses parents en évitant de leur donner des raisons de s'inquiéter. Que ce soit à cheval, à bicyclette ou en snowboard, il réfrénait son envie de faire des super acrobaties casse-cou comme les autres garçons de son âge. Non pas parce qu'il craignait pour sa sécurité, mais parce qu'il sentait que c'était son devoir sacré de fils unique. Pourtant, il avait, le matin même, dans le bus scolaire, insulté la brute au petit pois dans le ciboulot, qui avait déjà une dent mortelle contre lui. Parfois, Roy ne savait pas ce qui lui passait par la tête. Parfois, sa fierté lui coûtait cher.
Le dernier cours de la journée était celui d'histoire américaine. Après la sonnerie, Roy attendit que les autres élèves sortent avant lui. Puis, prudemment, il jeta un œil dans le couloir. Pas de Dana Matterson à l'horizon. Quelque chose ne va pas, Roy? C'était Mr. Ryan, le professeur d'histoire, qui se tenait dans son dos. Non, non, tout va bien, dit Roy d'un ton désinvolte en quittant la salle de classe. Mr. Ryan ferma la porte derrière eux. Vous rentrez, vous aussi? Lui demanda Roy. J'aimerais bien. J'ai des devoirs à corriger. Roy ne connaissait pas très bien Mr. Ryan, mais il l'accompagna jusqu'à la salle des professeurs. Roy alimenta la conversation en tâchant de paraître détaché, mais en vérifiant constamment derrière lui si Dana ne rôdait pas dans les parages. Mr. Ryan avait joué au foot à l'université et, depuis lors, n'avait pas perdu son gabarit. Aussi, Roy se sentait-il relativement en sécurité. C'était presque aussi bien que de se promener avec son père. Tu prends le bus pour rentrer? Demanda Mr. Ryan. Bien sûr, dit Roy. Mais la zone de ramassage n'est pas de l'autre côté de l'établissement? Oh, je me dégourdis un peu les jambes. Arrivé à la porte de la salle des professeurs, Mr. Ryan dit N'oublie pas qu'il y a un contrôle lundi. Oui, la guerre de 1812, dit Roy. Je suis prêt. Ah oui? Et qui a remporté la bataille du lac Erie? Le contre-amiral Perry. Lequel? Matthew ou Oliver? Matthew? Hasarda Roy. Mr. Ryan lui fit un clin d'œil. Potasse encore un peu, dit-il. Mais passe un bon week-end. Roy se retrouva seul dans le couloir. C'était stupéfiant comme le collège se vidait rapidement après la dernière sonnerie, comme si quelqu'un ôtait la bonde d'un jacuzzi géant. Roy tendit l'oreille. Pas de pas furtif. Rien que le tic-tac de l'horloge au-dessus de la porte du labo de sciences. Roy observa qu'il lui restait exactement 4 minutes pour rejoindre la zone de ramassage scolaire. Cela ne l'inquiétait pas. Pourtant, car il avait déjà prévu de couper à travers le gymnase. Son plan était de monter à bord du bus parmi les derniers. De cette façon, il pourrait accaparer l'un des sièges libres de devant et en sauter vite fait à son arrêt. Dana et ses potes occupaient d'habitude les derniers rangs et embêtaient rarement ceux qui étaient assis près du chauffeur. Quoique Mr. Casey ne remarque jamais rien, songea Roy. Il fonça au bout du couloir et tourna à droite en direction des doubles portes qui marquaient l'entrée du gymnase. Il ne s'en fallut pas de beaucoup qu'il les atteigne. Soyons bien clairs là-dessus, Mr. Branitt. Vous ne l'avez pas signalé à la police? Non, monsieur, dit le frisé au téléphone. Catégorique. Donc, il ne devrait pas y avoir de paperasserie, exact? Aucune possibilité que ce tout dernier incident grotesque finisse dans la presse. Je ne vois pas comment, Mr. Muckle. Pour le frisé, la journée avait été longue et décourageante une fois de plus. Le soleil avait fini par percer les nuages, mais, après ça, tout avait été en empirant. Le site du futur chantier n'était toujours pas déblayé. Les engins de terrassement étaient toujours au repos. Le frisé avait reculé le plus longtemps possible avant de téléphoner au siège de l'entreprise de maman Paula. « Vous me faites une sale blague, ou quoi ?» avait grondé Chuck Muckle. « C'est pas une blague. Répétez-moi ça, Mr. Branitt, jusqu'au moindre et minable détail. » Alors le frisé avait tout répété, à commencer par son arrivée tôt sur les lieux le matin même. Le premier mauvais signe avait été Callot, qui agitait un parapluie en lambeaux en poursuivant ses 4 chiens le long du périmètre intérieur de la clôture. Il poussait des cris hystériques en allemand. Ne désirant pas être déchiqueté par les chiens, ni éventré par le parapluie, le frisé était resté de l'autre côté du portail, observant la scène avec stupéfaction. Une voiture de police de Coconut Cove s'était arrêtée pour enquêter. Celle de l'agent de Linco, le même flic qui avait piqué un roupillon pendant qu'il gardait le site du chantier. C'était à cause de lui que le fiasco du bombage avait paru dans le journal et mis le frisé sur la sellette auprès du groupe Maman Paula. « J'allais au commissariat, puis j'ai aperçu ce cirque, » avait dit l'agent de Linco, haussant la voix pour couvrir les aboiements des Rottweilers. « Ils ont un pet de travers, ces chiens ?»« Que dalle !» lui avait répondu le frisé. « C'est juste un exercice d'entraînement. » Le flic avait gobé son histoire et filé plus loin, au grand soulagement du frisé. Une fois les Rottweilers en laisse, Callot les avait enfournés dans le camion bâché dont il avait verrouillé le haillon. Il s'était retourné furieux vers le frisé en cinglant l'air de coups de parapluie. « Je vous retiens, vous! Vous avez essayé de tuer mes chiens !»
Le contremaître avait levé les mains en signe d'apaisement. « Qu'est-ce que vous racontez ?» Callot avait ouvert le portail à la volée et foncé sur le frisé qui envisagea de ramasser une pierre pour se défendre. Callot était trempé de sueur, les veines de son cou saillaient. « Les serpents !» avait-il littéralement craché. « Quel serpent ?»« Ya, vous savez lesquels, en trois grouilles de serpents, étaient venimeux !» Là, Callot avait tortillé l'un de ses doigts rosâtres. « Des serpents venimeux avec des queues brillantes !» Le prenez pas mal, mais vous êtes raide dingue. Le frisé n'avait jamais vu un seul serpent sur le terrain de Maman Paula. Dans le cas contraire, il ne l'aurait pas oublié, les serpents lui flanquaient la trouille. « Tingue, vous dites !» Callot, saisissant le frisé sous le bras, l'avait conduit à la caravane qui lui servait de bureau. Là, lové confortablement sur la seconde marche, se trouvait un spécimen gras et tacheté que le frisé reconnut être un mocassin d'eau, bouche de coton, espèce commune en Floride du Sud. Callot avait raison, il était vraiment venimeux et sa queue était pailletée. Le frisé avait fait front à sa grande surprise. « Je crois que vous vous montez le bourrichon, » avait-il dit à Callot. « Ya, vous pensez ça ?» Le dresseur de chiens l'avait alors traîné vers la clôture pour lui désigner un autre mocassin, puis un autre et encore un autre, 9 en tout. Le frisé en était resté complètement baba. « Alors, vous pensez quoi maintenant, Callot, il est dingue ?» « Je me l'explique pas, » avait admis le frisé, d'une voix mal assurée. « Peut-être que toute cette pluie les a fait sortir des marais. »« Ouais, sûrement ça. Écoutez, non, vous, écoutez. Chacun des chiens vaut 3 000 $. Ça nous fait 12 000 $ qui aboient dans ce camion. Qu'est-ce qui arrive si un chien est mordu par un serpent? S'il meurt, il y a... » J'étais pas au courant pour ces serpents, je le jure. C'est un miracle que les chiens soient OK. Pouki, le serpent lui est venu aussi près que ça. Callot lui avait indiqué une distance de 1 mètre environ. J'ai pris le parapluie et je l'ai fait partir. C'est à peu près à ce moment-là que Callot avait marché accidentellement sur un terrier de chouette et s'était tordu la cheville. Repoussant l'aide du frisé, le dresseur de chiens était revenu en boitillant sur une jambe jusqu'à son camion. « Je m'en fais maintenant. M'appelez plus jamais !» avait-il fulminé. « Écoutez, je me suis excusé. Combien je vous dois ? Je vous en ferai 2 factures. Une pour les chiens, l'autre pour ma chambre. » « Allez, ça va. Ok, peut-être je parlerai pas à l'avocat à la place. » Les yeux clairs de Callot jetaient des étincelles. « Peut-être je peux plus tresser les chiens, ma chambre me fait trop mal, peut-être que je me mets comment vous dites, en invalidité. » Bon sang de bois, Maman Paula est une très grande compagnie avec plein d'argent, ya. Une fois Callot parti en trombe, le frisé regagna prudemment la caravane. Le mocassin d'eau ne prenait plus le soleil sur les marches, mais le frisé ne voulut courir aucun risque. À l'aide d'un escabeau, il entra par la fenêtre. Par bonheur, il avait conservé le numéro du coach de reptiles qui avait réussi à retirer des alligators des toilettes. Le type était retenu par une urgence iguane, mais sa secrétaire promit qu'il viendrait sur le site du futur chantier dès que possible. Le frisé était resté terré dans la caravane presque 3 heures avant que le coach de reptiles ne s'arrête devant le portail. Armé seulement d'une thé d'oreiller et d'un fer 5 de golf modifié, le type avait méthodiquement ratissé le secteur à la recherche de bouches de coton à queue pailletée. Incroyablement, il n'en trouva aucun. « C'est impossible !» s'était exclamé le frisé. « Il y en avait partout ce matin. » Le coach de reptiles avait haussé les épaules. « Les serpents sont imprévisibles. Qui sait où ils sont allés ?»« C'est pas ce que j'avais envie d'entendre. »« Vous êtes sûr que c'était des mocassins ? J'en ai jamais vu à queue brillante. Merci de votre aide, » avait fait le frisé, narquois, en claquant la porte de la caravane. C'était maintenant son tour d'être la cible d'un sarcasme bougon. « Peut-être que vous pourriez dresser les serpents pour garder le terrain, » lui disait Chuck Muckle, « puisque les chiens, ça n'a pas marché. C'est très drôle. Là, vous avez raison, Mr. Branitt, pas drôle du tout. Ces mocassins, ça vous tue quelqu'un comme rien, dit le frisé. Vraiment? Ils peuvent tuer un bulldozer aussi? Ben, probablement pas. Alors qu'est-ce que vous attendez? Le frisé soupira. Oui, monsieur, dès demain matin. Douce musique à mes oreilles, dit Chuck Muckle. Le local du concierge empestait l'eau de javel
et les produits de nettoyage. Il faisait nuit noire à l'intérieur. Dana Matterson n'avait eu qu'à tendre le bras pour intercepter Roy pendant qu'il courait vers le gymnase, puis l'attirer dans le placard en claquant la porte. Roy avait prestement giclé hors de la prise moite de Dana, et maintenant il s'était recroquevillé sur le sol encombré, tandis que l'autre trébuchait de ci, de là, en cognant à l'aveuglette. Glissant sur le fond de son pantalon, Roy s'avança vers une bande de lumière, fine comme une feuille de papier à cigarette qui, supposa-t-il, filtrait par l'interstice sous la porte. Quelque part, au-dessus de sa tête, retentit un bang et un glapissement de douleur. Apparemment, Dana avait filé un sauvage uppercut dans un saut en alu. Sans savoir comment, Roy repéra la poignée de la porte dans le noir. Il l'ouvrit à la volée et s'élança vers la liberté. Il eut à peine le temps de passer la tête dans le couloir que Dana le coinçait à nouveau. Le bout de ses doigts crissa sur le lino alors qu'on le tirait en arrière. La porte se referma sur ses appels au secours. Alors que Dana l'arrachait du sol, Roy cherchait désespérément à tâtons quelque chose avec quoi se défendre. Sa main droite rencontra ce qui, au toucher, avait l'air d'un manche à balai. Maintenant, je te tiens, cowgirl, murmura Dana d'une voix rauque. Il le pressa farouchement entre ses bras, à l'étouffer, lui vidant l'air des poumons, comme d'un accordéon. Roy avait les bras cloués au corps et les jambes ballantes, aussi molles que celles d'une poupée de chiffon. Hein? Tu regrettes maintenant de m'avoir cercé, jubila Dana. Roy eut un étourdissement. Ses doigts lâchèrent le manche à balai et ses oreilles s'emplirent du fracas des vagues sur la grève. La prise de Dana avait beau être paralysante, Roy découvrit qu'il pouvait encore remuer le bas des jambes. Avec ce qui lui restait de force, il se mit à ruer des deux pieds. Pendant un instant, rien ne se passa. Puis, Roy se sentit tomber. Il atterrit sur le dos, si bien que son sac atténua le choc. Il faisait toujours trop sombre pour y voir, mais Roy déduisait-y des halètements géniards de Dana qu'un de ses coups de pied avait atteint une partie très sensible de son anatomie. Roy savait qu'il ne devait pas traîner. Il tenta de rouler sur lui-même, mais, faible et le souffle coupé, après la brutale étreinte de Dana, il resta étendu, impuissant comme une tortue retournée sur le dos. En entendant beugler Dana, Roy ferma les yeux et se prépara au pire. Dana lui tomba dessus de tout son poids, le serrant à la gorge de ses grosses pognes. Ça y est, se dit Roy, cette brute débile va me tuer pour de bon. Roy sentit de chaudes larmes couler sur ses joues. Désolé, maman. Peut-être que toi et pas pouvaient essayer encore une fois. Soudain, la porte du local s'ouvrit à la volée et le poids qui écrasait la poitrine de Roy parut s'évanouir. Il ouvrit les yeux juste au moment où Dana Matterson, suspendue dans les airs, battait des bras, une expression ahurie sur sa face de carlin. Roy demeura sur le sol, reprenant son souffle et tâchant de démêler ce qui venait de se passer. Peut-être Mr. Ryan avait-il surpris le bruit de la bagarre. Il était assez costaud pour soulever Dana comme une balle de foin. Bientôt, Roy bascula sur le flanc puis se releva. Il chercha à tâtons le commutateur électrique et se réarma du manche à balai au cas où. En passant la tête hors du local, il vit que le couloir était désert. Roy laissa tomber le manche à balai et fila jusqu'à la sortie la plus proche. Il s'en fallut d'un cheveu qu'il l'atteigne là encore.